Si tu peux arrêter les pirouettes, il est revenu. Tout va bien. C'est la petite pause, le temps de prendre ma petite tisane. Ah oui, c'est la drogue, c'est ça qui permet pas. Alors voilà, donc cette échelle, elle permet de savoir où on en... Elle est vraiment très, très pertinente parce que ça permet vraiment de savoir où on en est. Donc si on a une charge sur une vie, on a vécu de la honte dans notre jour de vie, ça peut vraiment peser sur toute notre vie en fait, hein. C'est-à-dire que le vague à l'âme, on peut Est-ce que tu l'imaginer peux, justement qui va... Est-ce qu'on peut dessiner là-dessus? est-ce que tu peux nous redonner le nom du tableau, s'il te plaît, la personne qui a fait ce tableau? Comment il Ouais, s'appelle? c'est l'échelle de conscience. Donc C'est l'échelle de conscience, simplement, d'accord. voilà, l'échelle de Mais conscience. je propose que Germain, tu nous enverras le lien de ton document, comme ça on Ouais, l'aura tous. bien Hein? sûr, Ouais, ouais, d'accord, ok. Ok. Bien. ça marche. Alors, l'idée de la spiritualité, c'est qu'on est déjà une lumière. Le truc, c'est que cette lumière, elle est un peu endormie. Si vous imaginez que vous avez une ampoule, du coup, vous mettez 5-6 watts dedans et vous allez voir une petite étincelle, quoi, une petite lumière, quoi. Ça va pas briller beaucoup. Maintenant, si vous mettez beaucoup d'énergie, eh ben, ça va briller à max. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on dit qu'un esprit est brillant, finalement, il a beaucoup d'énergie intégrée au niveau de son intellect, quoi. Et donc cette lumière, c'est quoi? C'est notre force de conscience. C'est aussi donc notre intelligence et notre volonté. Euh, et donc c'est ce qu'on appelle le soi. C'est très différent du moi, comme on l'a vu, qui lui va diviser le monde, tout ça. Le soi, lui, a une vision beaucoup plus globale. Alors, on se rend compte qu'on ne peut pas être dans l'intelligence tant qu'on n'est pas en paix intérieurement. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une émotion, on est toujours... toutes nos pensées vont tourner un peu comme s'ils tournaient autour de cette émotion. Un Euh, petit peu, je peux réagir. ouais, bien sûr. C'est le sentiment d'insécurité qui fait qu'on n'est pas en paix, quoi. C'est ce rapport de se sentir en sécurité, Alors, quoi. ouais, effectivement, on peut se demander si on est en sécurité émotionnellement. C'est-à-dire que euh, il y a des situations qui peuvent être vécues difficiles intérieurement, généralement les relations sociales, parce on va être frotté au regard de l'autre. On va être confronté au regard de l'autre. C'est-à-dire que notre image intérieure, qu'on va renvoyer à l'autre, est-ce qu'on est assez fier de nous pour pouvoir renvoyer, avoir le courage justement d'être dans une volonté de joie, d'amour envers l'autre, quoi. Sinon, bah, on va se cacher, on va être dans la peur de l'autre, on va être dans les colères, on va être dans les... et donc ça va créer tout un schéma de comportement qui va être en fonction de ça, quoi. Par exemple, on se rend compte aussi que la culpabilité, que tout ça, ça nous rabaisse énormément. Et donc, comme je le disais, oui, le vague à l'âme, c'est un peu l'oscillation qui se passe entre ça. Donc, on oscille un peu en permanence, hein, en fonction des poids qu'on porte, quoi, hein. Donc, pour ça qu'il faut faire des nettoyages, ça peut... donc, pour ça, il faut prendre conscience des émotions sous-adjacentes, donc subconscientes, on va dire, qui nous... Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, une émotion peut en cacher une autre. Euh, on peut très bien être en joie par un sadique, par exemple, il est en joie parce que enfin, sa joie, ça vient de la haine de l'autre. Donc c'est très... bon, c'est-à-dire que
comme c'est un ensemble d'émotions, il faut aller chercher la racine, la sous-jacente, comme si on tirait sur un fil. Donc la première émotion qui me vient, bon là je suis dans quelle émotion, et quelle émotion il y a derrière, quelle émotion il y a derrière, et ainsi de suite, comme une pelote de laine, et on va trouver ce qui nous anime en fait, ce qui nous fait vibrer finalement. Euh, et donc, oui, il faut la sérénité, donc c'est vraiment... Normalement, on devrait être serein tout le temps. Mais ce qui se passe, c'est comme on est identifié à nos faiblesses, à nos fragilités, on va perdre cette sérénité parce que justement, il faut être en défense, enfin, on est en survie des fois même émotionnellement, être en joie, bah, c'est pas forcément facile. Euh, on se rend compte aussi que la joie, elle est en dessous de l'amour. Enfin, l'amour est en dessous de la joie. C'est-à-dire que il y a plein. Enfin, dans ce tableau, il est vraiment bien fait parce que par exemple, on se rend compte que nos désirs, ils sont souvent, ils sont très bas finalement. Les désirs, c'est très instinctif. C'est très loin d'un choix, de volonté, enfin, tout ça quoi. Alors, euh, comment rester dans... L'idée, c'est de maintenir au plus haut, bien sûr, c'est d'être le plus longtemps... Enfin, la quête du bonheur, elle est assez réaliste en soi, c'est-à-dire que pour, pour être heureux, il faut avoir une force de conscience. En gros, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que quand on est capable d'accepter euh, notre vécu, c'est-à-dire que ne pas s'identifier à notre vécu, donc c'est une histoire, on a vécu ça, bon, ben, ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Faut pas le prendre personnellement, comme diraient les chamans, hein. Euh, et donc quand on prend conscience de notre vécu, on s'en détache, donc il faut un détachement émotionnel, c'est-à-dire que il faut pas s'identifier non plus à l'émotion. Quelqu'un qui se dit être en colère, il, il y a de la colère en lui, mais il faut éviter tout ce qui est un processus d'identification, quoi, par rapport à ça. Euh, Oui, c'est ce qu'on disait la dernière fois. On a évoqué ce sujet-là. On a dit je ressens de la colère, mais je ne suis pas en colère, quoi. Voilà. voilà, et donc on peut choisir. La colère, c'est un très bon exemple parce que elle se transforme assez facilement. C'est-à-dire que c'est comme c'est une énergie, euh, on peut transformer cette colère en focalisant notre énergie sur quelque chose de plus constructif. Ça nous touche ça nous arrive. Tout le monde a déjà vécu ça, hein. C'est-à-dire que on a une colère et on va utiliser justement cette force comme pour faire autre chose que euh, le désir de destruction qu'aurait pu apporter cette colère, quoi. Parce que c'est souvent ça, la colère, c'est autodestructeur ou quoi. Et on se rend Mm. compte aussi que en fonction de là qu'on voit, comme je disais tout à l'heure, au niveau de notre éducation, on pourrait appeler l'éducation émotionnelle, en fonction de comment on perçoit l'amour. euh, Quand on est jeune, on a tendance à voir ça comme une honte. On pointe d'ailleurs les amoureux du doigt, on leur dit vous êtes amoureux, enfin une petite chanson comme ça. Euh, on peut avoir de la culpabilité aussi, ou des trucs comme ça qui peuvent naître de sentiments. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention. Et quand on perçoit ça, faut rééduquer notre système émotionnel. C'est-à-dire que notre conscience, on peut avoir la lucidité de je ressens du rejet, mais il est juste dû à un enchevêtrement de mon vécu. Enfin, c'est juste, je l'ai vécu ça comme ça quand j'étais petit, alors du coup maintenant je revis ça.
Et j'ai l'impression que c'est comme ça, mais si je fais bien attention, la situation est nouvelle, c'est une nouvelle situation, c'est un nouvel événement, et ça, statistiquement, ça va pas se passer, ça peut pas se passer de la même façon. Ça va changer, et donc c'est l'inconnu qui est... Et donc ça, dans nos relations, bah, c'est être sur la même longueur d'onde quand on n'a pas les mêmes désirs au même moment, quand on n'a pas le même vocabulaire, quand on n'a pas le même besoin émotionnel, quand on n'a pas la même éducation. C'est quasiment impossible de... Même là, si je parle en français, si je vous parle d'esprit, on n'a pas la même perception de l'esprit, de ce qu'est l'esprit pour nous. La conscience, on a une idée de la conscience parce que on a une conscience humaine, mais pareil, on peut entrer dans une conscience qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus énergétique, une conscience qui est beaucoup plus spirituelle. Et là, pareil, on entre dans des perceptions qui sont différentes. C'est comme si on était tous un peu dans un monde différent au niveau de la... Par exemple, on perçoit à peu près 20 images par seconde, mais la lumière nous en donne des millions par seconde. Donc on perçoit pas les mêmes images au même moment. C'est comme si on n'a pas le même rythme de vie. Et ce qui fait nos perceptions sont très différentes, même si... Et donc pour être sur la même longueur d'onde dans une relation, si on prend déjà donc la cohérence donc, entre le système... donc, entre nos centres émotionnels, instinctifs et mental, être en cohérence avec l'autre, ça demande du travail normalement, ou alors la solution la plus viable, c'est de garder la relation assez simple. Ça veut dire que c'est pas de chercher à imposer bah, nos désirs sur l'autre, ou des trucs comme ça, quoi. Hmm. Oui, il ne faut pas avoir d'attente concernant l'autre, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu le principe des deux espoirs, c'est que si l'espoir il est dans l'attente, que effectivement ça mène forcément au désespoir. Faut que ça soit faut que ça soit un espoir constructif, qui soit une volonté propre et qui nous porte vers le haut et qui soit pas, qui soit en action. Faut que ça soit un espoir en action, quoi. C'est-à-dire que si on veut une bonne relation, il faut faire en sorte, faut tout faire pour que la relation soit bonne, quoi. C'est à nous de faire l'effort. On dit que c'est toujours le plus fort qui pardonne. C'est-à-dire que c'est à nous d'être le plus fort dans la relation si on veut avoir une bonne relation. C'est-à-dire qu'il faut pas mettre... Enfin, voilà, quoi. Ça va être l'ego. Ça va être on dit que les relations, c'est un combat d'ego entre j'aime et j'aime pas. Et justement, c'est ça, faut être dans une volonté d'amour, une volonté de joie pour que... c'est très difficile. Et donc voilà. Faut être dans... Faut choisir de voir le bon côté des choses, bien sûr. Ouais, ça, c'est la base, hein, bien sûr. Ok. Juste, il est 20h15. Je ne sais pas si tu veux encore, t'as encore beaucoup de Bon, j'ai fini, moi. pas pour t'arrêter, hein, mais ce serait bien que bah, on puisse réagir ou avoir un peu des retours. Parce mais si t'as encore tu veux clôturer ou conclure un petit mot et puis et qu'on réagisse, voilà, tu, tu vois. Bah, moi, à peu près... comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est de faire croire à son cerveau qu'on est heureux, donc c'est de sourire. Sourire, ça fait vraiment croire au cerveau qu'on est heureux. Donc on peut... le- L'idée, c'est pas d'être dans des lunettes roses, de voir la vie en rose, parce que faut être réaliste, hein, l'idée, c'est juste de savoir qu'on peut être maître de tout ce qui nous arrive, ouais. De savoir qu'on peut choisir à tout moment ce qu'on vit au niveau, même au niveau des sensations. On se rend compte que quand on a des sensations par influence hypnotique, donc par une affirmation de soi, on va dire, on arrive à modifier ces sensations, quoi. Donc on peut vraiment créer
un système émotionnel qui est viable au niveau d'une joie de vivre. Et ça reste, même si on la crée, ce côté illusoire, il n'est pas problématique, du coup. Il faut juste savoir faire la part de choses, c'est-à-dire qu'il faut... Quand il faut être réaliste, il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'on a quand même des obligations. La vie nous impose des contraintes, ouais, des contraintes humaines, quoi. Hein. Donc il faut être réaliste par rapport à ça, quoi. Faut savoir juste faire la part des choses, ouais. Je laisse les autres réagir. J'ai l'impression que mon cerveau ne marche pas, là, ma prise. Bon. Alors, qui veut dire un petit mot sur tout ce que vous avez entendu et tout ça? Antoine? Vas-y, Antoine, ouais, t'écoute. Alors, moi, c'est pas vraiment des. Enfin, l'intervention était très intéressante, mais moi, c'est que j'ai des questions, en fait. Vas-y, je t'écoute, ouais. Alors, est-ce que l'angoisse d'anticipation, c'est une angoisse imaginaire ou pas forcément? Ouais. La peur est à 90... Enfin, tant que la peur, tant qu'il n'y a pas un lion qui te fonce dessus, c'est imaginaire. Ok. Oui. Donc, 95% des cas, c'est imaginaire. Ouais. Donc, généralement, on a beaucoup d'imagination pour imaginer tous les scénarios possibles. Donc, c'est là qu'il faut revenir sur l'espérance et imaginer le meilleur, ouais. Si tu arrives à imaginer le meilleur, tu pourras imaginer le pire. C'est pas trop grave. Mais faut d'abord imaginer le meilleur avant d'imaginer le pire, ouais. D'accord. Ma deuxième question, alors, elle est longue parce que, wow. Est-ce que je vais parler de la mémoire traumatique, parce que je crois que ça a été évoqué. Hein. Ouais. La mémoire traumatique, pourquoi vit-on un événement comme un traumatisme alors que ce n'en est pas forcément le cas? Ah oui, c'était face à la mémoire traumatique. Est-ce que parfois pourquoi il y a certaines choses dans la mémoire traumatique qui font que des fois on va vivre quelque chose un peu comme un traumatisme alors qu'en réalité c'est pour une autre personne ça pourrait être presque dérisoire de penser que ce soit quelque chose de traumatisant en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'on va être touché à ce moment-là émotionnellement, et donc il y a une intensité émotionnelle qui va faire que c'est plus important pour nous. Donc c'est tout simplement ça. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que pour certaines personnes, un simple mot ça peut être banal dans une situation, et des fois ça peut bien nous toucher intérieurement, ouais. Je pense que sur ce sujet, je peux aussi réagir. C'est que ça peut être lié à des anciens traumatismes ou des blessures d'armes qui réveillent finalement des choses tu vois, tu parlais de la mémoire cellulaire ou émotionnelle. Ouais, Je sais pas, je fais des suppositions, mais ça peut être finalement juste que tu as déjà vécu ça finalement dans une ancienne mémoire et juste ça se réveille et du coup là tu la revis de manière plus émotionnelle encore. Voilà, ça peut Mais être une accumulation de petites choses va faire en quelque chose, ça déborde au bout d'un moment, par exemple, ou peut-être une fragilité à ce moment-là, tout simplement. Il suffit qu'on soit un peu moins en forme et que ça vienne nous toucher, ça vienne nous blesser au lieu que ça ne ferait que nous effleurer, quoi. ouais. D'accord. Pour le moment, c'est toutes les questions que j'ai. Après, je verrai si ça vient. Ouais, très bien. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Je veux bien réagir. T'avais fini, Antoine? Ouais. T'as fini. Alors d'abord, merci Germain. C'était très bien. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai noté
la fulgurance d'une émotion qui dure 12 secondes. Ça, c'est quand même assez impressionnant comme idée. Et que du coup, quand on a les traces de l'émotion, c'est qu'effectivement, on y accole une pensée qui l'a fait survivre, si je puis dire. Et j'ai noté, tu l'as dit vite, mais ça m'a vraiment tilté, que du coup, c'est là où peut s'inscrire le ressassement. Et moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, parce que j'ai été élevé là-dedans. Et donc, j'ai noté à la fin, comme quand même une stratégie qui me semble très intéressante, c'est l'idée de transformer l'énergie de l'émotion en autre chose. Ouais. Pour autant, je voudrais quand même dire que moi, ça m'a pris des années de thérapie pour reconnaître les émotions, certaines, pour les exprimer et pas les étouffer. Donc je crois quand même que c'est important d'exprimer ces émotions. L'idée, c'est de ne pas être envahi par elles. Il y avait cette image d'une inondation, vous savez, qui emporte tout, quoi. Et l'émotion viendrait dans le cerveau un petit peu tout trempé, et du coup, on n'arrive plus à penser, effectivement, et que à son émotion, d'où l'idée... ça l'a mis hors de lui, par exemple. Donc la personne est vraiment, c'est décentré, quoi. Elle est vraiment sortie d'elle-même, l'émotion a tout emporté. Mais je voudrais dire que c'est quand même important d'écouter aussi ces émotions, en tout cas de les reconnaître, parce qu'elles ont des choses à dire, et parfois des colères sont saines quand elles touchent nos valeurs, quand elles touchent, etc. L'idée, effectivement, c'est d'avoir cette distance qui permet de tisser à l'autre le message que nous donne l'émotion sans être emporté par elle avec, par exemple, violence dans le ton, voire, puisque la personne en face reçoit la violence, comment elle répond face à la violence, qu'on ne soit pas dans une escalade, voilà, ce que je pourrais appeler un dégueulis émotionnel. Mais je voudrais quand même dire que c'est quand même très important aussi, dans un premier temps, de reconnaître ses émotions, parce qu'on peut être aussi handicapé du fait de ne pas reconnaître ses émotions. Et je vais finir, parce que je suis dans ce bavard, mais l'histoire de la honte au plus bas du tableau, j'avais envie de te dire, mais comment tu connais ma vie, toi? C'est pas possible, pas possible. J'ai été élevé, moi, comme petit garçon efféminé dans une famille de militaires. Je peux vous dire que j'ai été élevé dans la honte et dans l'humiliation, quoi. Et c'est ma référence première. Et effectivement, ça m'a plombé toute ma vie. Effectivement, je suis encore... Parce que dans ce moment-là, cette émotion, elle t'envahit, en fait. Et effectivement, tu ne sais plus penser. Parce que quand elle s'est forgée si jeune, pendant si longtemps, ça nécessite, je suis d'accord avec toi, une énergie et un travail considérable pour pouvoir en prendre une certaine distance. Et je voudrais rajouter aussi autre chose, c'est que il y a parfois, quand on est élevé dans des choses comme ça très dures, par des gens qui sont quand même votre famille, donc vous aimez quand même parce qu'ils vous ont donné suffisamment à manger, suffisamment de relations pour que vous soyez encore là. Sinon il serait passé des choses et vous ne seriez plus là. Alors on nourrit une certaine culpabilité de quitter ces schémas. Et parce qu'il y a aussi un héritage de gens handicapés émotionnels, et il y a aussi, pour finir, une sorte de peut-être plus ou moins, je vais dire ça le plus simplement possible, mais ce sont des subtilités. Je crois qu'il y a parfois une espèce de jouissance inconsciente à être un peu dans un schéma difficile, une espèce de plaisir masochiste. Pourquoi? Parce qu'on l'a connu. Pourquoi? Parce qu'on a été élevé là-dedans. Et en prendre de la distance, en prendre du recul, mettre une respiration, mettre tout ce que tu as dit, c'est-à-dire mettre en avant la conscience, c'est-à-dire que voilà, ça vient de me passer, ce qui est réveillé là. Moi, j'ai mis par exemple 20 ans à me dire ce qui est réveillé là m'appartient. Donc j'arrête d'accuser l'autre. J'arrête de dire c'est à cause de toi que je suis en colère. Si c'est ma colère, elle est à moi, elle est à l'intérieur de moi, elle m'appartient, c'est à moi à la traiter. Ça m'a mis des plombs à comprendre. Enfin, des plombs, des années, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je voulais faire remonter. Merci. Je note le message qu'on peut traduire l'énergie de l'émotion en autre chose. Je note le message que je viens de la honte, qui est l'émotion la plus pesante. Et effectivement, au niveau poids sur les épaules et sur la conscience, ça m'a semblé énorme. Et je te remercie dans la clé que tu nous as donnée, qui est l'idée qu'on peut la transformer. Ouais. Bah, c'est J'arrête vraiment là, mais je suis bavard. Merci. super. Ouais, je ne sais pas si vous avez entendu ce que vous avez dit, mais On a perdu Germain. Ah, je suis encore perdu. Par contre, on a gagné Marie-Hélène miniature. voilà. Donc, peut-être que Marie-Hélène, tu veux parler? Non, en fait, j'ai trouvé que c'était assez complet, c'était hyper intéressant. Après, c'est vrai que je suis intéressée par le support parce que j'ai pris quelques notes, mais j'ai pas tout pris. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de
Ah, Lucie, il y a une idée qui m'est apparue aussi. Comme il y a des gens qui n'ont pas pu assister, est-ce qu'on aurait pu l'enregistrer pour leur proposer? J'y ai pensé plein de minutes comme ça et en fait, je ne sais pas comment on fait ça. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est con, on aurait dû enregistrer parce que c'est con. Mais tu vois, j'ai pas pensé non plus parce que d'habitude, c'était Pour des choses comme enregistrer. ça. Et je sais que c'est des choses qu'on m'avait déjà demandé, mais je n'ai aucune idée. Vous savez comment le faire? Ouais, en fait, pour enregistrer à côté d'invités, enfin là, tu as tout un icône, sous-titres, Ah oui, etc. j'ai enregistré. Tu prends et puis tu as enregistré. Donc, je pense que tu appuies dessus, puis ça s'enregistre. Ah ouais, c'est cool. Non, non, c'est pas con, c'est bien. En tout cas, c'est pour les prochaines fois. Donc, si jamais on veut enregistrer, surtout quand il y a des intervenants comme ça, un peu en mode conférence et tout ça, c'est quand même mieux, j'avoue. Et Germain, on disait que l'idée, ça aurait été d'enregistrer pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Ouais, bah, j'ai prévu de façon d'en faire un exposé un peu plus consistant encore, ouais. Donc ça sera sûrement D'accord. sur YouTube d'ici peu, ouais. Ah bah tu nous l'enverras alors. Très bien. Voilà. Merci. En tout cas, oui, excellente intervention, Arnaud, tu as vraiment résumé beaucoup de choses au niveau de la reconnaissance de ses émotions et que la société aussi nous culpabilise et nous met de la honte d'exprimer nos émotions. C'est-à-dire que la publicité va nous mettre en... Mais donc la sensibilité émotionnelle est très mal vue en entreprise. Typiquement, au travail, on n'a pas forcément le droit... Enfin, une caissière qui se mettrait en colère, elle se ferait virer directement, quoi. Donc on vit dans une société où refouler nos émotions est une norme, en fait. Et c'est un problème de société, hein. C'est vrai, par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois de chialer lors d'un entretien pour un travail, et normalement, ça n'a rien à faire là. Et j'ai vu la surprise des directeurs de soins là, qui étaient face à moi. Mais je me suis positionné très vite en leur disant, écoutez, ça m'a pris 17 ans pour retrouver le chemin des larmes, donc chaque fois que j'ai des larmes qui viennent, je les laisse venir, c'est juste une trace de mon humanité. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Bah, oui, voilà, c'est magnifique. En réalité, la situation, c'est que souvent les gens sont surpris quand on les exprime. Après, c'est vrai que la colère, moi, c'est une émotion que je refoule pas mal ou que je n'ose pas exprimer. Déjà, on n'entend pas, parce que les femmes qui se mettent en colère, soit elles sont hystériques, soit autres. Et puis, surtout parce que on m'a appris à me taire, voilà, en tant que femme. Hein. Et aussi parce que je sais que ça peut être douloureux enfin voilà, que la colère, souvent, c'est quand même difficile de... j'aime bien quand même garder mon sang-froid parce que souvent, elle n'est pas justifiée, sauf quand tu l'as bien dit avant, quand elle touche à nos valeurs. Voilà. Mais voilà, des fois, elle n'est pas justifiée. Donc, je préfère souvent la garder un peu avant de l'exprimer. Est-ce que Megan et Yael sont là et veulent réagir à quelque chose? Oui, non, j'ai pas de questions. J'ai beaucoup apprécié, mais j'ai pas de questions. Ah, tu veux revenir sur un exemple personnel ou... Et Megan, t'es là? Ouais, je suis là. C'était intéressant, mais peut-être à approfondir. Il faudrait qu'on ait le temps d'en discuter, je pense, tous ensemble, et de reclarifier par écrit, peut-être, tu vois, mettre des thèmes et qu'on échange dessus. Parce que c'était assez compliqué, peut-être, de cerner tous les termes. Et je pense qu'on a besoin d'y réfléchir. De relire, d'y réfléchir à tête reposée et de se questionner par rapport à nous-mêmes. Tout à fait, je pense que c'est bien que chacune reparte un peu, voilà, cogite un peu sur
système de conscience vis-à-vis de ses émotions et de tout ce qui a été dit. Et de toute façon, et lors de la prochaine réunion dans l'unité, ou s'il y a des choses qui sont réapparues, entre-temps, En tout cas, moi, le lien que je fais avec le TCA, c'est qu'effectivement, on entend bien qu'il y a une possibilité d'avoir une distance et presque une reprogrammation par rapport à notre mode de pensée. Donc ça, c'est important parce que ça nous permet d'avoir la main sur quelque chose que l'on subit quand on fait une crise et de se dire, là, il y a un espace possible. J'en profite pour faire passer un message au groupe WhatsApp parce que je suis étonné, je veux bien qu'on en discute, mais bon, là, peut-être pas le temps, mais quand même. Et moi-même le premier, hein, je me dis que je fais ça. Finalement, dans nos échanges, on reste beaucoup dans l'intellect et je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit avant une crise, par exemple, sachant que ça commençait à monter. Et je me dis que c'est dommage parce que c'est aussi ce qu'on s'était dit sur la validité, la véracité, puis la pertinence de ces échanges. Donc moi, je fais mon mea culpa, je vais essayer aussi, quand je ne vais pas bien, d'écrire. Parce que dès que, là c'est l'inverse de ce qu'on vient de dire, dès que l'intellect prend le machin, par rapport à l'image de soi peut-être, par rapport, bref, donc on embellit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais finalement je réfléchis à ça. Je trouve qu'on n'est pas forcément en amont assez, comme par exemple le font les alcooliques anonymes quand ils appellent leur sponsor en disant oh là là, là je vais voir s'il faut absolument qu'on discute. Alors je ne dis pas qu'on soit tous dans une crise de machin, mais on n'a pas ce réflexe de se dire ce groupe sert aussi, enfin un peu aussi, avoir ce lien qui manque, qui fait qu'on passe à l'acte, parce que c'est ce passage à l'acte qui nous apaise, entre guillemets, plutôt que le lien aux autres. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il y a ce smiley que personne n'a encore utilisé, qu'on a tous voté avec ces deux personnages qui s'enlacent et qui se prennent dans les bras. Moi-même, personnellement, j'ai pas encore osé passer à l'acte, tu l'as très bien dit. C'est vraiment, je pense, même peut-être le propos de notre blocage, c'est de passer à l'acte, c'est-à-dire cette vraie demande d'aide, d'anticipation de la crise qu'on connaît, hein, et qui serait la solution un peu aussi au problème. C'est que je sais que si je mets ce smiley, bah, la crise, je vais devoir finalement pas la faire, ou alors en tout cas, elle sera pas comme je l'aurais prévu. Et que finalement, il y a une part de moi qui veut peut-être pas être complètement guérie. Et toute la peur où ce blocage qui fait qu'on a, je pense, personne n'a encore mis ce smiley. Ah, et je pense que le premier qui aura réussi à le faire débloquera aussi quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vrai que c'est dur de passer. On a l'impression si on demande de l'aide, après, on ne sait pas comment on le vivra après si on n'a pas vécu la crise. Et pour ma part, moi, c'est le sentiment de honte, voilà, qui est le premier blocage passage à l'acte. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que du coup, nos crises continuent. Oui, non, mais clairement, je veux dire, tout le temps, je veux dire, et à aucun moment, je vais... Vous voyez? Mais ça peut être aussi le seuil d'alerte pour se dire, là, ça ne va pas, mais ça ne veut pas dire forcément que la crise va arriver. Ouais, on peut réagir avant. Voilà. Oui, mais par exemple, moi, je pense que ce soir, ça va être délicat, par exemple, le sang. Parce que je suis un peu fatiguée, que voilà, il y a plein de raisons, mais que je me connais aussi, que je connais la routine quand tu parles un peu clairement, et finalement de répéter les schémas. Oui, mais ce qu'a dit Germain est bien, on peut se nourrir de ça aussi, c'est-à-dire qu'il a parlé de la relation, une relation saine, une relation qui fait qu'en effet, il se passe quelque chose quand la relation est saine. Il se passe quelque chose qui, effectivement, peut apaiser nos émotions. Oui, bien sûr. Peut nous permettre d'avoir une certaine distance, un certain soutien, un certain socle, ne pas se laisser s'embarquer, en fait, dans ce qu'on fait spontanément, quoi. Oui, c'est ça. Et avoir une relation saine avec soi, finalement, c'est la relation avec soi aussi qui est la base, je pense. Ouais.
Donc voilà, moi je lance le message, si je puis dire, et je le lance à moi-même. Je lance à moi-même aussi, c'est-à-dire qu'il faut que je quitte cette espèce de pudeur de dire j'écris après la crise que j'ai analysé avec mon petit cerveau, et je mets mon cœur en avant pour dire bah là il se passe quelque chose. Avant la crise, pas après. Voilà, je vais dire au secours, mais je vais dire ami TCA, j'ai besoin d'un échange plus ou moins, pas immédiat, mais voilà, j'ai besoin d'un échange en tout cas parce que sinon je sens que ça monte. J'espère qu'on arrivera à le mettre en place, mais je pense que si on y arrive, c'est qu'on aura déjà un petit palier de fait. Voilà. Germain est parti, je pense. Non, je suis là. Ah, tu ne plus moi. Eh bien, écoute, ok. Est-ce qu'il y a encore des actions? Bah, non, c'est très bien. Bah, merci, ouais. Est-ce que, Germain, toi, tu peux dire un petit peu sur ce qu'on peut appeler les troubles du comportement alimentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire par rapport à tout ça C'est une compulsion. Alors, il y a soit la compulsion, donc ça va être. Ouais. Généralement, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé, qu'il va être comblé autrement. Ouais. Ou alors une surcharge émotionnelle qui fait qu'on va devoir étouffer un peu l'émotion, comme un alcoolique le ferait, ou un fumeur. Un fumeur va anesthésier ses pensées généralement, parce que la fumée ralentit les pensées. On peut penser que là, manger, ça comble un peu le vide en fait intérieur qu'il faut savoir apprécier finalement. Des fois, la vie elle est un peu vide, hein, c'est comme ça, mais il faut savoir le vivre. Mais pour les anorexiques, ça peut être l'inverse, voilà. Ouais, ou le trop-plein, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. J'ai noté le schéma pulsion, impulsion, compulsion. Ouais. Ça me semble intéressant comme schéma. Ouais, c'est un peu cette idée-là, voilà. Parce que ce qu'il voudrait dire, c'est que c'est au stade de l'impulsion, avant que ça devienne une compulsion, est-ce que là, il y a un espace pour que je puisse mettre quelque chose en place? Voilà, faut anticiper, ouais, généralement, il faut savoir comment c'est à force de se connaître, donc la connaissance de soi, donc la conscience de soi, hein, finalement, on peut se mettre des barrières, des limites ou des stratégies en place, quoi. Hein. Je sais que la technique du verre d'eau, par exemple, ça peut être pas mal, pour pas mal de cas, de prendre un verre d'eau à la place d'autre chose, ça peut combler certains... oui, après, c'est aussi une technique d'anorexie aussi. Moi, je vais boire de l'eau, tu vois. Donc, enfin, il y a des... Après, c'est vrai, Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut chacun trouver sa technique, mais après, c'est personnel, bien sûr, mais il faut... effectivement, il y a un espace, quoi, ouais. Mais merci en tout cas. Tu peux m'envoyer un lien sur le WhatsApp. Très bien. Et vraiment merci. Et puis pareil, si tu fais ça, si tu t'enregistres sur YouTube, Ça marche. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Yeah. Anticipez bien pour votre discours. Faites conscience et puis surtout une estime de soi, une relation stable à soi et à l'autre, voilà. Ouais. Voilà. Bon, on essaye de voir en fonction des dispos, on se tient au courant. Voilà. Oui, ça va être beaucoup d'émotions que je dis bonsoir. Voilà. Bonne soirée. Merci, Bonne merci soirée. Germain. Bonne soirée. Merci, Germain. Merci beaucoup. Ouais.